Bonsoir chers auditeurs, bonsoir, merci de nous rejoindre une fois encore pour le livre-journal de la nuit. Cette fois il est enregistré en direct. Cette fois le sieur, le vaillant Benjamin Blanchard est à mes côtés. Bonsoir Benjamin, vous venez de l'entendre. Bonsoir Paul-Marie. Alors nous avons une grosse émission ce soir, si je puis dire. Beaucoup de monde. J'ai l'impression, en tout cas il y a du monde dans le studio. Il y a du monde dans le studio et pourtant il y a un seul sujet, mais le sujet est énorme. C'est peut-être d'ailleurs au fond le grand sujet du jour. J'ai mis du temps avant de m'en apercevoir, j'ai fait mon mea culpa, mais maintenant je le sais grâce à de bonnes lectures, je le sais par l'un de nos invités, Pierre Cassan. Bonsoir Pierre Cassan, le sujet c'est l'islam, vous avez tout de suite compris. Quel est le grand sujet du jour, chers auditeurs? Bonsoir Pierre Cassan, vous êtes le fondateur, le président, le directeur et le général, si l'on peut dire, de Riposte Laïque. Alors seulement le fondateur. Bon. Qui a déjà 4 ans, je crois. 6 ans. Parlez bien dans le micro. 6 ans. On vous sait timide, mon cher, mais c'est vrai. C'est pas la première fois que vous venez à Radio Courtoisie. Non. Vous n'êtes pas et timide. j'espère que ce n'est pas la dernière. Je vais tout faire pour que ça soit pas la dernière. Vous êtes un vaillant combattant. Tant que vous ne parlez pas trop anglais, ça ira. Oui, on peut tout dire à Radio Courtoisie, mais en bon français, voilà. Ça me convient. Voilà, et pas en franglais, surtout pas. Nous allons parler de Riposte Laïque et nous allons parler d'une des dimensions de Riposte Laïque qui consiste à écrire des livres, et tout au moins les éditer. Je dis pas écrire, mais enfin il y a dans Riposte Laïque des gens qui écrivent des livres que vous éditez. Les éditions Riposte Laïque viennent de publier un livre à la fois drôle et dramatique, dont nous allons parler, qui s'appelle l'Opération Pédalo. Je crois qu'il est signé par l'un de vos membres qui a préféré publier sous pseudo. On va voir pourquoi d'ailleurs, Paul Le Poulpe. Alors effectivement, Paul Le Poulpe est un contributeur régulier de Riposte Laïque qui, pour des raisons familiales, professionnelles et de sécurité, ne peut absolument pas se permettre de dévoiler son identité. Oui. Et d'ailleurs, à Riposte Laïque, nous publions très fréquemment des textes d'apostats de l'islam et nous sommes donc amenés à prendre énormément de précautions pour garantir leur sécurité et leur vie. Alors, vous aviez écrit avec Christine Tazin La faute du Bobo Josselin pour laquelle vous êtes venu ici en pénitence il y a quelques mois. Paul Le Poulpe nous a demandé l'autorisation de reprendre les mêmes personnages. Voilà, c'est la suite. Ce que nous lui avons accordé. Très bien. Paul Le Poulpe est un homme bénévolent. Il a du savoir-vivre, il a demandé l'autorisation. Très bien. Et alors, vous publiez aussi, toujours aux éditions Riposte. Alors là, c'est un livre très sérieux qui... Si j'avais besoin d'ouvrir les yeux, là, je dois dire qu'ils le sont. On a de temps en temps envie de les fermer à lire ce livre, d'ailleurs. mais c'est pas possible. Les yeux se rouvrent. René Marchand. Bonsoir, René Marchand. Bonsoir. Vous avez publié un livre, alors, absolument accablant sur, on n'y pense pas toujours. On voit bien l'offensive de l'islam, de l'islamisme, de l'islam. De l'islamisme, je le traduis dans le langage moderne, mais en fait c'est l'islam. Oui. Dans tout le livre, c'est vous qui dites un jour m'avait dit un jour, je crois. Est-ce que c'est vous? L'islam, c'est l'islamisme qui dort. L'islamisme, c'est l'islam en acte. C'est ça? C'est pas moi qui vous l'ai dit, mais c'est une phrase qui me convient tout à fait. C'est Ferhat Meheni, qui est un poète kabyle et qui est président du gouvernement provisoire kabyle. Je suis pas convaincu qu'il soit très nombreux, mais enfin, il est président et c'est lui, effectivement, qui a dit cette phrase très parlante. L'islamisme est un mot que nous avons ressuscité au moment de la révolution iranienne en 78-79 pour nous rassurer en disant l'islam est une religion de paix, d'amour, de tolérance, etc. Et les méchants utilisent l'islam, le manipulent. C'est pas vrai. L'islam a déclaré au 7e siècle une guerre universelle et perpétuelle à toutes les autres civilisations dans le but de les anéantir. C'est ça l'islam. C'est le premier devoir du croyant d'ailleurs. C'est le premier devoir du croyant, c'est de répondre. Parce que nous on croit que le premier devoir du croyant, en bon chrétien, c'est la paix. Mais non, pas du tout. C'est tout à fait l'inverse. Là, c'est la guerre. Non. C'est-à-dire que quand on se réfère aux textes fondateurs qui sont le Coran et les hadiths, c'est-à-dire les faits et les mots, les dits du prophète, qui sont les deux sources de la loi, les choses sont claires. Quand on se réfère à l'histoire qui s'étend sur 14 siècles, on s'aperçoit que l'islam s'arrête de faire la guerre que quand il est en position de faiblesse. Et d'ailleurs, dans la loi musulmane, il est
le monde est réparti entre la maison de l'islam et la maison de la guerre, et il est interdit aux musulmans de signer un traité de paix avec un pays non musulman. On peut signer une trêve de 10 ans. De 10 ans, par référence à la trêve signée par Mahomet au 7e siècle. Alors René Marchand, vous partez tout de suite sur votre cheval, vous aussi vous faites la guerre, mais laissez-moi vous présenter tout de même. J'aimerais bien parler quelques minutes avec vous, on va revenir à vous, je vais finir par présenter nos autres invités. Sur votre vie, vous êtes un journaliste, vous avez été un des responsables de l'ORTF, vous avez été un des collaborateurs de Jacqueline Baudrier pendant des années et des années, je pense qu'on s'en souvient. Qui était une femme remarquable. Oui, elle a marqué une génération, je me souviens en tous les cas de sa poigne. Et puis, en même temps, vous avez fait des études d'arabe. On ne sait pas très bien pourquoi. Non, moi non plus. Alors que vous avez fait... Je voulais venir à Paris, je voulais faire mes études à Paris après le bac. Je me suis donc inscrit à l'École nationale des langues orientales. Vous êtes né dans J'ai choisi l'arabe. C'est ça? Oui, et puis un jour, vous montez à Paris. Et alors, j'ai été fasciné par la découverte d'une langue non indo-européenne. Et ça, je dois dire que... Ça compte beaucoup. Oui. Je souhaiterais que tous les étudiants qui vont jusqu'au supérieur apprennent une langue non indo-européenne, quelle qu'elle soit. Le chinois, le japonais... Oui, parce que ça nous renvoie à nous-mêmes. Ça nous montre à quel point nous sommes semblables et nous sommes différents. Par exemple, la notion de temps, de durée, n'est pas du tout la même dans les langues sémitiques. Semblable entre indo-européens, voilà, et différent des autres grandes civilisations. Des grands systèmes linguistiques. Donc j'ai découvert cette langue, j'ai découvert cette histoire. Il y a des fractures linguistiques dans le monde. À l'époque, on s'intéressait, bien évidemment, il y avait une école à l'époque, je dois dire, il y avait un groupe d'arabisants extrêmement solide en France. La France était, après l'Allemagne, les grands savants allemands avaient hélas disparu au moment du nazisme. Et la France avait la plus belle école d'érudits de l'époque. Il n'y en a plus maintenant. Il n'y en a plus. Ils ont disparu. Il n'y en a plus que 2 ou 3 comme ça. Qui citeriez-vous aujourd'hui? Je citerai Urvois, par exemple, Dominique Urvois, qui est un... Par ça... Est-ce que vous acceptez qu'on dise de vous que vous êtes islamologue, finalement? Non, pas du tout, c'est beaucoup trop prétentieux. Alors, je présente votre livre. Encore une fois, on va y revenir. Ces dernières années, vous êtes vous aussi parti en guerre, parce que comme vous connaissez la langue, donc l'islam et l'histoire de l'islam, vous avez identifié la menace, comme on dit. Et que je me force à écouter chaque jour 1 heure Al Jazeera en arabe, non pas en anglais, car c'est très différent. C'est très différent. Ça en dit long. Ah, ça en dit long. Parce que, par exemple, la manière dont il est rendu compte de ce qui se passe en Syrie ou de ce qui se passe en Égypte sur la chaîne anglaise et sur la chaîne arabe, c'est très différent. Il y a de la dissimulation. Et sur la chaîne arabe, on a, par exemple, l'émission qui s'appelle La Charia et la vie, qui est aux mains de Monsieur Karadawi. Je ne sais pas si nos auditeurs savent qui est Monsieur Karadawi. C'est actuellement l'ouléma. J'emploie le mot ouléma, c'est un pluriel, mais enfin on dit ça, je crois, en français. L'ouléma le mieux installé dans le monde sunnite, et c'est un homme qui définit très exactement la méthode de conquête utilisée par lui-même et ses lieutenants sur l'Europe, c'est-à-dire une méthode de dissimulation. Vous êtes intarissable, on le voit, mais laissez-moi présenter mes invités tout de même, parce que j'ai l'impression que vous êtes déjà dans le vif du livre, sur lequel, rassurez-vous, nous allons revenir. Votre livre s'appelle Reconquista, ou la mort de l'Europe. C'est pas votre premier livre sur le sujet, mais celui-là, je dois dire, à toutes les apparences de la somme. Enfin, on apprend des choses à toutes les pages, il faut bien le dire. À votre droite, j'ai le grand plaisir de recevoir Jean-Claude Antacli. Bonsoir Jean-Claude Antacli. Je ne sais pas si vous êtes déjà venu à Radio Courtoisie. Écoutez, je vous ai entendu sur France Culture un jour, mais je ne sais pas si... France Culture et Radio... Ça n'était qu'une préparation, je pense. Non, pas du tout. Radio Notre-Dame. En tout cas, je voulais vous dire rapidement, merci de m'avoir invité.
Et surtout sur Radio Courtoisie, fin juillet par téléphone dans cette émission. Et vous étiez avec Benjamin par téléphone. Je dois dire que vous êtes une personnalité dont on a envie de recueillir le témoignage par les temps qui courent. On ne peut pas dire que vous êtes syrien, vous êtes franco-syrien, vous êtes biologiste de profession. Écrivain et biologiste, franco-syrien. Même si je suis dans mon 3e livre. Franco-syrien, vous avez écrit chez François-Xavier de Guibert, il y a quelques années déjà, Itinéraire d'un chrétien d'Orient. Il était une fois le Liban, et puis plus récemment, aux éditions du Parvis, Le silence de Dieu. Et vous allez nous parler de l'islam à travers la question syrienne dont on a beaucoup parlé déjà, et dont vous pouvez très certainement, sur laquelle vous pouvez nous apporter un nouvel éclairage. Et puis, pour passer à la page culturelle, vous savez que de tradition... Vous permettez juste non, pas du tout. Laissez-moi finir de présenter mes invités. Vous m'avez présenté. C'est pas grave. Oui, je vous ai mal présenté. C'est pas grave. Dites-moi, non, pas que du se passe-t-il ? Vous savez, je suis serein en venant ici parce que je viens défendre une cause qui est juste. Ça fait 40 ans que je me bats pour la paix. Et comme tous les jours, il y a 150 familles qui passent à l'abattoir. C'est pour ça que j'aurais voulu vous dire 2 ou 3 petites choses avant. Vous allez pouvoir. Par rapport au temps qui a été donné à mes voisins. Voilà, mais je respecte votre... Bon, est-ce que vous voulez bien que je présente mes autres invités avant la fin de l'émission? Et ils vont animer notre page culturelle. D'abord, Renaud Duval, va de temps en temps venir ici pour nous... Nous manquons beaucoup de Marie-Joséphine, qui a beaucoup de déboires en ce moment. J'espère qu'on l'aura au téléphone un jour. Elle nous donnera de ses nouvelles. Nous n'avons plus de page culturelle depuis le départ de Marie-Joséphine. Et Renaud Duval va de temps en temps nous parler d'un film, d'une pièce de théâtre, d'une exposition à voir. Et aujourd'hui, vous allez nous parler de cinéma, et notamment d'une production, parce que vous êtes producteur, réalisateur, scénariste pour plusieurs choses, vous allez nous en parler, et vous avez demandé à votre voisin Pierre Marcellesi, qui est étudiant, bonsoir, vous êtes étudiant en cinéma et vous êtes déjà critique, c'est-à-dire que vous étudiez le cinéma et vous publiez des critiques sur quelques sites d'internet. C'est ça, je publie régulièrement des critiques, évidemment je ne gagne pas d'argent avec, ce n'est pas pour la presse, c'est uniquement pour internet, et voilà, et sinon je suis étudiant en cinéma exactement. Très bien. Alors ça c'est pour la page culturelle. Pardon Monsieur Antalki, mais il fallait que je présente tous mes Tout à fait, monsieur. Alors, je ne me formalise pas. Mais compte tenu du temps que vous avez donné à mes voisins, je pensais disposer un peu plus. Mais bon, c'est pas un souci. Alors, si vous voulez, on commence par vous, René Marchand, puisque vous avez déjà entré dans le détail, mais dans le vif du sujet. Votre parcours est tel que vous avez finalement une connaissance intime par la langue que beaucoup de personnes qui parlent de l'islam, soit à tort et à travers pour prétendre que l'islam est compatible avec la République, ça c'est la chanson qu'on a entendue pendant longtemps et que l'on entend encore, mais enfin je crois qu'elle perd un peu de son audience, et vous connaissez suffisamment la langue aussi pour savoir mieux que ceux qui craignent l'agressivité de l'islam, ce qu'elle cache, cette agressivité, c'est-à-dire pour décrire le phénomène dans son ensemble. D'abord, je voudrais qu'on commence par là, d'ailleurs vous l'avez dit, il y a une altérité profonde, qui tient en partie à la langue, disiez-vous. Qui tient à la langue, mais c'est une langue très spéciale, l'arabe. Ah oui, c'est une langue très très spéciale. C'était au 7e siècle, c'était ce qu'on appelait une koiné, c'est-à-dire une langue qui était parlée par un certain nombre de personnes qui disposaient déjà de leur propre dialecte. Et tout arabe aujourd'hui est bilingue. Il parle d'abord son dialecte et ensuite il apprend l'arabe classique, qui est une langue que j'ai vue évoluer, moi, au cours des temps, et maintenant, c'est une langue qui a beaucoup progressé, qui permet de rendre compte du monde contemporain. C'est une langue d'artistes et de... C'était la langue des poètes, c'était... de poètes et de poètes, des prêtres, des chamans, des sorciers. Mahomet a reçu sa première révélation dans cette langue et il a été accusé d'être un sorcier, et lui-même croyait être la proie des djinns. Il a eu...
quand j'ai écrit il y a quelques années un livre sur la vie de Mahomet, Mahomet contre-enquête, je me suis contenté d'avoir recours aux sources arabes et persanes et de lire un certain nombre de choses qui déplaisent aux musulmans, qui sont parfois oubliées et que les universitaires doivent trouver malséantes. Par exemple, le fait que Mahomet avait des bouffées délirantes avant même la révélation. Tabari, qui est la grande référence pour la vie de Mahomet, dit que quand il s'isolait pour faire ses besoins ou quand il passait devant certaines pierres levées où il y avait des dieux, les djinns lui parlaient. C'est quand même quelque chose qui est assez éclairant sur la personnalité. Eh bien ça, il faut aller le chercher, il faut fouiller, il faut faire un peu d'archéologie dans les textes. Et je crois qu'il y a encore beaucoup de travail à faire parce que les arabisants, les orientalistes européens ont fait un travail fantastique au 19e et au 20e siècle, mais ils ont toujours été peu nombreux. Et il y a encore beaucoup à travailler. La France, les Français et les Européens de manière générale, car une des nombreuses choses que l'on apprend en lisant votre livre, c'est que le phénomène est européen, le phénomène de la... Ah oui. Mais vous parlez de l'altérité, de la différence. L'islam a tout à fait s'installe en Europe. Et pourtant, les Européens ne savent pas ce qu'est l'islam. Oui, ils ne savent pas ce qu'est l'islam. Ils n'ont pas compris à quel point elle était haute, l'altérité profonde de la civilisation islamique. Il faut nuancer. La première fois que je suis entré dans ce studio, c'était il y a 13 ans maintenant. 10-12 ans. Dans le studio de Radio Courtoisie. Dans le studio de Radio Courtoisie. Et c'était dans une émission de Monsieur Griottret, que j'admirais beaucoup. Rappelons sa mémoire. Et ensuite, chez Dominique Vénère, à propos d'un livre que j'avais publié qui s'appelait La France en danger d'islam. Chez Guibert aussi. Non, c'était à l'âge d'homme. À l'âge d'homme, pardon. À l'âge d'homme. Et à l'époque, je disais, les Européens souffrent d'ethnocentrisme, c'est vrai, ils plaquent leur conception du monde sur une civilisation qui est radicalement différente. Je continue à le penser. C'est tout ce qu'on nous répand partout, à savoir que l'islam est une religion. Bon, qu'est-ce que ça veut dire une religion pour nous? Ça veut dire quelque chose qui est de la sphère privée, qui est basé sur la liberté de conscience. Le droit français est très très net. Article 1 de la loi de 1905, la République assure la liberté de conscience. Or, l'islam refuse la liberté de conscience. C'est même pas dans les conceptions pensables, en réalité. Ah, c'est pas pensable. Un musulman n'a pas le droit de quitter l'islam, sinon il devient apostat et il risque la mort. L'islam n'est pas un choix. Il n'a pas le choix. Un fils de musulman, un enfant de musulman est forcément musulman. Une femme musulmane n'a pas le droit d'épouser un non-musulman. Donc l'islam est hors la loi, de fait, en France. Bon, alors, je disais à l'époque, très largement, j'expliquais beaucoup de choses par l'ignorance, etc. Aujourd'hui, je dis qu'il y a des tartuffes de l'ignorance, en particulier dans la classe politique. Ils continuent à croire que l'islam est une religion comparable au christianisme, alors que c'est autant une loi qu'une religion, et c'est une loi totalitaire. Aucun système au monde ne va aussi loin que l'islam dans le contrôle de la vie privée des individus. Donc, j'entends dire cette stupidité, l'islam est la deuxième religion de France, point final, et maintenant, je dis, les gens qui disent ça, en particulier les politiques qui disent ça, sont des menteurs. Ils savent très bien à quoi s'en tenir. Il ne s'agit pas d'une religion. Il ne s'agit pas d'une religion. Il s'agit d'une civilisation. On pourrait dire la deuxième civilisation. Alors, c'est absurde. Politique, d'un système à base théocratique, religieux, tout ce qu'on veut, mais c'est un totalitarisme. C'est pas l'acception française du mot religion. Non, ce n'est pas ça. Mais en plus, ça rassure le mot religion, parce qu'on dit les églises se vident, finalement les mosquées finiront par se vider. C'est la vision Auguste Comte, très, très ancienne. Non, tout ça est absurde. Le mot religion est un cheval de Troie
qui permet à l'islam de s'installer en Europe, parce que si c'est une religion, pourquoi lui refuserait-on des mosquées si les mosquées sont l'équivalent des églises? Or, les mosquées ne sont pas les équivalents des églises au XXIe siècle. Ce sont des centres de la vie. Les mosquées, c'est pas une église. C'est pas autre chose que l'église. C'est tout à fait autre chose. C'est entièrement différent de l'église. Alors, on dit le Coran, bon, finalement, c'est quelque chose comme l'évangile. C'est pas vrai. C'est pas vrai. L'évangile, on peut en discuter autant qu'on veut. Ça, on s'en est pas privé, et avec les conséquences que l'on connaît dans l'histoire. Alors que le Coran, aujourd'hui, est considéré par tous les musulmans comme parole de Dieu éternelle, incréé, éternel comme Dieu. Ce n'est pas rien. Donc, plaquer nos conceptions sur l'islam, c'est une erreur. C'est une erreur. Je pensais que c'était une erreur. C'est sans doute l'erreur de la plupart des gens qui ne sont pas directement aux affaires, disons, les gens qui ne sont pas spécialement journalistes ou politiques ou intellectuels, mais pour ceux-là, pour les élites, ce n'est plus une erreur. Ils savent à quoi s'en tenir sur l'islam. Ils mentent. Ils mentent parce que les musulmans sont arrivés maintenant en France. Ils sont très nombreux. Ils seront encore plus nombreux. Il y a un passage de votre livre sur la démographie qui est très intéressant. Oui, non, la démographie, à l'échelle européenne, je crois que... Oui, mais ce qui est très grave, c'est qu'au départ, ils sont venus pour des raisons financières. Il y a un certain patronat en a fait venir. C'est aussi pour tout un faire chapitre pression de ce sur livre. Ah oui, alors là, je m'arrête un quart de seconde. Dans ce livre, je répète, Reconquista au nord de l'Europe, toutes les facettes de la question sont explorées, et notamment les efforts fait par le patronat pour imposer à l'État. C'était un peu sous De Gaulle et surtout sous Pompidou. C'était surtout sous Pompidou. C'est surtout et puis Giscard. C'est surtout Giscard. L'apogée, c'était Giscard. C'est le rapprochement familial. 74, 76, le rapprochement familial. Ça, c'était sous Chirac, Premier ministre, Giscard, président. Enfin, dans les années 70, le patronat a imposé à l'État une politique pro-immigrationniste. Je crois qu'il a même pas eu à l'imposer. Le patronat a financé la campagne de Giscard, et puis un jour ce sera prouvé. Et puis Giscard et Chirac ont envoyé l'ascenseur en donnant au patronat le rapprochement familial qui était demandé vigoureusement, notamment par Francis Bouygues, lors d'une émission des dossiers de l'écran. Là, il faudrait citer tout le passage de Francis Bouygues expliquant qu'il n'y a pas assez de travailleurs immigrés, qu'ils travaillent bien, qu'on conduit mal, voilà, Francis Bouygues. Donc vous dites que l'entreprise a employé à peu près 80% d'étrangers, c'est incroyable. Oui, et c'était surtout, Bouygues est depuis très longtemps le premier constructeur de mosquées au monde. Oui. Pas uniquement en France. Il construit beaucoup à l'étranger. Ça l'est peut-être toujours, notamment au Turkménistan, où partout, ils font toujours des affaires considérables. Non, ce que je veux dire, faut pas se battre sur les chiffres. Combien y a-t-il de musulmans? Qu'est-ce que ça veut dire être musulman? Pour un musulman, on sait ce que ça veut dire être musulman. C'est être un enfant de musulman ou être converti. C'est simple. Mais nous faisons la différence entre les modérés, les autres, enfin bon. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une croissance par le fait que les femmes musulmanes font plus d'enfants que les autres en France. Et deuxièmement, c'est que maintenant, il y a la volonté de la gauche d'avoir le maximum de musulmans de nationalité française. N'oubliez pas que Monsieur Hollande n'a été élu que grâce à ce que l'IFOP a appelé le survote musulman. C'est-à-dire que si les musulmans avaient réparti leur voix comme l'ensemble de la population, Monsieur Hollande n'était pas élu. Et vous avez vu, là il y a beaucoup de pages dans ce livre, comment on s'est précipité pour promouvoir... Là, le dossier est accablant, là. La diversité. Et puis nous avons appris, par exemple, aujourd'hui dans le Figaro, que les reconduites à la frontière des illégaux ne se font plus, etc. Oui. Donc il y a maintenant... Et la grande politique, c'est la naturalisation pour pouvoir en faire des électeurs qui sont la machine. Voilà. Machine à voir. C'est une vieille stratégie qui avait été définie par
Mitterrand dès 81 avec. Oui, le président voit qu'il ne peut pas faire passer la révision constitutionnelle pour faire voter les étrangers, donc il contourne le problème en les naturalisant. De Blanchard, donc ça veut dire que le nombre de musulmans va s'accroître, qu'ils vont affirmer de plus en plus fortement leur identité. Ils ont besoin d'identité. Tout homme a besoin d'identité dont il soit fier. Or, ils ne peuvent pas se raccrocher à l'identité française. On ne peut pas être d'identité. Je ne veux pas entrer dans les questions juridiques, mais en ce qui concerne l'identité, la civilisation elle-même, oui. On ne peut pas être pleinement musulman et se rattacher pleinement français, ce n'est pas possible. Oui. Encore, il faut retourner au fondement pour se rendre compte d'une incompatibilité, d'une altérité profonde. Alors, je vous coupe, je sais, nos auditeurs me reprochent souvent de couper mes invités, mais quand il y en a plusieurs, comme chacun entend parler 3 ou 4 heures, et d'ailleurs chacun est capable de parler 3 ou 4 heures, si on ne coupe pas, on sera là pour les petits déjeuners, n'est-ce pas, Benjamin? On pourra passer tout de suite au journal de la réinformation, on peut faire la nuit entière. J'allais dire, de par votre nom, vous êtes obligé de par mon patronyme, je m'autorise à couper. Mais je reviens à vous, René Marchand, et ensuite à vous, Monsieur Antacli. Bon. Mais une incise. Cette ressource électorale que constituent les naturalisés, elle a, vous venez de le dire, emporté le vote en faveur de François Hollande. Elle a tout changé. Ça a inspiré à Paul Le Poulpe cette fameuse soirée, je pense que nos auditeurs s'en souviennent, je crois que c'était le 6 mai 2012, cette fameuse soirée où François Hollande étant élu, il se présente à la Bastille. Je veux dire qu'on était sidérés. C'est le départ de ce roman, de cette fiction. Je me tourne vers vous, que vous avez édité, mon cher Pierre Cassen. Le 6 mai, on a vu des drapeaux verts musulmans célébrés presque à quelques exceptions près, il y avait pratiquement pas de drapeau français. L'élection d'une nouvelle République française. Moi, j'en avais vu 2 ou 3. J'étais baba devant ma télévision. J'ai dit, écoutez, tout le quinquennat est inscrit là. Et alors, c'est le début de cet ouvrage, Opération Pédalo. Parlez-nous un peu de ce livre assez drôle. Pardonnez-moi, Paul Barry, ce n'était pas la première fois, puisqu'en 2002, souvenez-vous, lors de la réélection de Jacques Chirac, il parlait, je crois, place de la Concorde, devant un parterre de drapeaux algériens, marocains. Mais à l'époque, la bête immonde ayant été terrassée, c'était l'essentiel. Oui, c'est ça. Oui, tout le monde célébrait la victoire de Chirac. On n'a même pas vu, d'ailleurs, moi je ne me souviens pas du tout avoir vu plus de drapeaux verts que de drapeaux tricolores. Mais effectivement, ce 6 mai 2012 est le point de départ de la fiction de Paul Le Poulpe, c'est-à-dire que le héros de l'ouvrage, donc, qui est un ancien légionnaire, un ancien colonel de la Légion, donc qui s'appelle Marc Baranchot, qui depuis 30 ans s'est battu à peu près partout dans le monde, s'est fait trouer la paillasse au Kosovo, en Nouvelle-Calédonie, dans les pays d'Afrique, découvre cette réalité, c'est-à-dire qu'il découvre que pendant 30 ans, il s'est battu pour préserver une certaine image de la France, et il constate que le soir du 6 mai, finalement, il y a une majorité de drapeaux étrangers. Et immédiatement, parce qu'il a quand même un certain sens politique, immédiatement, il comprend ce que ça va signifier. C'est-à-dire qu'il se dit qu'on va avoir droit à la politique qu'on a aujourd'hui de la part de Taubira, qu'on va avoir droit à la préférence immigrée, qu'on va avoir droit à une multiplication d'impôts, qu'on va avoir droit à plus d'Union européenne, qu'on va avoir droit à moins de souveraineté de la France. Bref, il comprend tout de suite, quoi. C'est, vous savez, le militaire qui tout de suite, il a un flash, il comprend ce qui va se passer. Et en gros, cet homme se dit, j'ai pas fait ça pendant 30 ans, pour voir aujourd'hui... Passons à l'action. Voilà, le pays pour lequel je me suis battu toute ma vie, pour le pays pour lequel j'ai vu des dizaines et des dizaines de camarades mourir au combat, ne peut pas sombrer comme ça. Et donc, c'est la fiction, il réunit une quinzaine de ses camarades, de ses amis, de personnes dont il pense qu'ils seront utiles pour la mission. Et là, il y a un mystère, on ne sait pas ce que ces gens-là se disent pendant une semaine, mais ils travaillent presque jour et nuit pendant une semaine. Et il faut reconnaître qu'un mois plus tard, il y a une loi des séries épouvantable qui a lieu, puisque tous les jours, pendant une quinzaine de jours, vous avez des personnalités très importantes, que ça soit du monde politique,
que ça soit du monde artistique, que ça soit du monde journalistique, que ça soit des experts. Vous avez des personnes naturellement, comme c'est des personnages de Paul Le Poulpe, on ne reconnaît, il n'y a aucun nom qui est donné, mais vous avez par exemple la porte-parole du gouvernement qui s'appelle Ayed Benasser, qui disparaît mystérieusement. Vous avez un expert international qui s'appelle Marc Attila, à qui il arrive des problèmes. Vous avez une journaliste prometteuse. Mais quel problème? Racontez-nous un petit peu. Enfin non, il faut pas dévoiler. Disons, c'est un roman, en fait. C'est un roman, c'est une fiction, mais tous les jours, il y a quand même quelqu'un qui disparaît dans des circonstances tragiques ou mystérieuses. Et donc, vous imaginez quand même qu'au bout d'une dizaine de jours, vous imaginez un gouvernement où il y a 3 ministres qui manquent, vous imaginez des journalistes qui sont plus là, vous imaginez des experts internationaux dont personne ne retrouve la trace ou qui meurent mystérieusement, vous imaginez le chef de la gauche qui disparaît mystérieusement. Bref, c'est par ailleurs tous les personnages les plus exécrés des Français qui disparaissent, y compris d'ailleurs la garde des Sceaux. Il arrive quelque chose d'épouvantable. Et ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que loin, alors que vous avez 2 France, c'est-à-dire que vous avez les studios de télévision qui sont occupés par les pleureuses, et en même temps, vous avez dans la rue des fêtes de liesse populaire, alors que c'est quand même pas bien, quoi. On devrait pas se réjouir que des personnes de la il y a un problème qui se pose. Fonction de l'État disparaissent mystérieusement. Il y a un problème qui se pose. On devrait pas se c'est l'appel au meurtre, là, non? Pas du tout. Vous n'êtes pas, vous n'allez pas éditer un livre quand même comme l'appel au meurtre. Riposte laïque n'aurait jamais. Je crois qu'aux États-Unis, il y avait un film qui a été fait par les démocrates sur l'assassinat de George Bush. Oui, mais justement, mais ça c'est la particularité aux États-Unis. Vous avez un article 1 sur la liberté d'expression. Oui. En France, on a les lois Pleven, Guesso, Taubira. C'est pas tout à fait la même chose. Mais malgré tout, ce film aux États-Unis sur la mort programmée de George Bush a été diffusé. Et Paul Le Poulpe, lui, a bien expliqué qu'il était naturellement attaché aux valeurs de la démocratie, que bien évidemment ce n'était qu'une fiction qui avait été à passer des bonnes vacances, et qu'en aucun cas, bien évidemment, les lecteurs ne devaient voir l'apologie, l'appel à la violence et l'apologie du meurtre politique. Jamais Riposte laïque n'aurait édité un tel livre. Est-ce que Paul Le Poulpe connaît Pierre Lours? Vous ne le savez pas. Ah, ça, il ne dit pas tout, Paul Le Poulpe. Parce que nous avons un chroniqueur que nos auditeurs connaissent bien, Pierre Lours, qui a écrit, il y a 2 ou 3 ans, un ouvrage qui s'appelle La révolte des silencieux. Est-ce qu'il est au bout du fil, au fin fond de son Cantal? Bonsoir, Paul-Marie Couteau. Vous venez d'entendre la trame du roman de Paul Le Poulpe, Opération Pédalo, que publie Riposte laïque et Pierre Cassène, excusez-moi, décidément. Ça vous rappelle quelque chose? Je crois que, en tous les cas, moi, ça me rappelle quelque chose. Votre ouvrage, La révolte des silencieux, c'est un peu le même réflexe, à croire que ça vient à l'esprit de beaucoup de gens. Écoutez, moi, c'est un roman policier politique que j'avais publié en juin 2010. 2010. Et effectivement, c'était un journaliste qui ouvre un blog sur Internet et où il propose, en fait, aux internautes de s'exprimer sur les grands personnages politiques, économiques, etc. de notre pays. Et puis ça devient en fait une sorte de chamboule-tout où à la fin de chaque semaine, on donne le webmestre donne le résultat des votes. Et tout ça, ça marche très fort, à tel point d'ailleurs que très vite, un des personnages qui a été largement condamné et vilipendé par les internautes est retrouvé assassiné au fin fond d'un parking, et c'est le début d'une très longue série. Voilà. Affolement dans les cabinets ministériels, parce qu'un jour c'est un ministre qui est assassiné, un autre jour c'est un journaliste en vue, etc., etc. Voilà, c'est une sorte, si vous voulez, d'action directe qui est, entreprise par les silencieux, par des citoyens comme vous et moi, si je puis dire, des citoyens bien sous tout rapport, qui sont complètement exaspérés par une classe politique et par des dirigeants qui ne prennent pas en compte leurs problèmes, qui ne les résolvent absolument pas, d'ailleurs qui ne veulent pas les résoudre. Et donc, cette exaspération, évidemment, entraîne cette dérive violente et cynique, d'ailleurs, et sans aucune culpabilité ou très peu de culpabilité de la part des auteurs, qui sont d'ailleurs très divers. Mais je ne sais pas si vous savez, Paul-Marie Couteau, dites-moi. En Italie actuellement,
il y a une théorie en sciences politiques et en organisation des pouvoirs politiques qui tente à dire que la démocratie de l'avenir sera une démocratie par Internet. Je ne sais pas si ce sera ce que nos amis italiens commencent à imaginer et peut-être même à mettre en œuvre, mais peut-être que c'est une piste, effectivement. Oui, enfin, c'est pas tout à fait la trame de votre ouvrage, Pierre Lours. Non. Mais enfin, vous vous retrouvez dans l'opération Pédalo, en tous les cas. N'est-ce pas? Alors, j'ai pas entendu exactement tout ce qu'était l'opération Pédalo, mais en tout cas, effectivement, ça tombe comme un gravelotte, là aussi, dans ce roman policier. Et comme dans ce roman policier, et d'ailleurs, ça a été bien écrit noir sur blanc dans la 4e de couverture du roman La Révolte des Silencieux. Aux éditions Atelier Folfer. C'est Atelier Folfer, je crois. Voilà, aux Ateliers Folfer. On le trouve toujours, cet ouvrage aussi? Sur Internet, sur tous les sites Internet de vente de livres, il n'y a aucun problème. Et donc, en 4e de couverture, il est bien dit que c'est une sorte, c'est un roman, une espèce de conte, pas philosophique, mais une espèce de conte, policier qui tente à lancer un avertissement, si vous voulez, à notre classe politique, pour leur dire attention, si vous ne reprenez pas les choses en main, si vous ne retrouvez pas votre rôle, on pourrait malheureusement arriver à ce genre d'extrémité. Réaction directe. Merci Pierre Lours de ce petit rappel de la révolte des silencieux de 2010. Vous voyez, vous faites école. À bientôt, vous venez en chair et en os, cher ours. Vous descendez de vos montagnes pour mercredi prochain. Voilà, exactement. J'aurai le plaisir d'être avec vous. Très bien. Bonne soirée. Bonsoir. Ici Radio Courtoisie, vous écoutez le libre journal de Paul-Marie Couteau qui reçoit ce soir Pierre Cassin, fondateur de Riposte Laïque, René Marchand, qui est l'auteur de Reconquista ou Mort de l'Europe, Jean-Claude Antacli, qui est écrivain biologiste, Renaud Duval, réalisateur et scénariste, et Pierre Marcellesi, étudiant en cinéma et critique de cinéma. Alors, quelques messages d'auditeurs. Attendez, continuons un peu dans l'opération Pédalo, Pierre Cassen. On peut en dire un petit peu plus pour donner envie. Disons qu'il faut quand même, comme on dit dans les séries américaines, on dit, mais je vais pas le dire à l'américaine, on dit qu'il y a toujours une fin heureuse. Et là, il y a quand même une réflexion politique, c'est-à-dire que pour Paul Le Poulpe, la situation est tellement grave qu'il y a deux scènes importantes. La première scène importante, c'est que vous avez un soulèvement de ceux qu'on appelle les Verlamans dans le film, dans le livre. Donc les Verlamans qui ressemblent étonnamment aux disciples dont René parlait tout à l'heure, aux disciples de la religion d'amour et de paix, se voient interdire de se rendre dans leur lieu de prière le vendredi parce que le gouvernement a compris que ça allait être un lieu d'insurrection. Et donc l'armée est obligée d'intervenir pour remettre de l'ordre et empêcher finalement que les Verlamans ne lancent une insurrection. À Lyon. Enfin, on revient pas là-dessus. Et le problème, c'est que devant la faiblesse du gouvernement et notamment l'incapacité du président de la République, qui s'appelle étonnamment Francis Lasland, les militaires sont amenés à prendre leurs responsabilités tout seuls, c'est-à-dire mais avec l'appui du peuple. Mais avec l'appui du peuple, ce qui est intéressant, et c'est-à-dire à mettre en état d'arrestation l'ensemble du gouvernement et à repartir sur un véritable progrès, un véritable programme de souveraineté populaire. Et donc les militaires, avec l'appui du peuple, dans une période où il s'est passé des choses intéressantes en Égypte, sur cette chose-là, pour rester un petit peu sur le thème de René, mais aussi dans une période où peut-être en 1974, on se souvient quand même qu'au Portugal, il s'est passé des choses. Donc l'armée, quand l'armée prend ses responsabilités, c'est pas forcément Pinochet, c'est pas forcément les colonels grecs, c'est aussi l'intérêt, c'est qu'on voit que l'armée finalement redonne ses lettres de noblesse à la France et redonne une souveraineté au peuple, ce qui est aussi à travers le programme qui est défini par le héros aussi, le général Laroche-Lambert, qui donne un véritable programme de reconquête et de re-souveraineté française. Alors ça finit bien, comme le livre, on va y revenir, comme le livre d'ailleurs de René Marchand, puisque le 4e et dernier chapitre, qui s'appelle, comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Ébauche d'une stratégie de contre-offensive, donne les étapes de la contre-attaque et au fond, du retour à la souveraineté, parce que c'est bien encore une fois la question de la souveraineté qui se pose. Bien sûr. Non, mais je crois qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que
dès que les musulmans atteignent un certain seuil numérique dans un pays étranger, qu'est-ce qui se passe ? Là, je n'émets pas de point de vue personnel. Je me réfère, par exemple, à l'étude très sérieuse du Danois Nicolai Sennels. Oui, que vous citez plusieurs fois. Oui, qui établit que l'insécurité augmente. Il dit, pour des raisons qu'il analyse très sérieusement. Ensuite, il y a une affirmation de l'identité musulmane avec revendication de la reconnaissance d'une communauté musulmane. On est sur la voie de la libanisation, et à ce moment-là, ça veut dire la guerre civile permanente. Et cette guerre civile entre des gens qui sont tout entiers mobilisés pour la guerre, pour la destruction de l'autre, et des chrétiens qui sont souvent ou complices. J'en citerai quelques-uns, Monseigneur Barbarin, Monseigneur Florent, quelques-uns, il y en a beaucoup. Ou aveugles. Ou qui ont perdu le sens de la tragédie, qui est la guerre, qui est la vie humaine. Eh bien, ça se termine par l'épuration ethnique. C'est-à-dire qu'on le voit très bien en Syrie, on le voit en Irak, on le voit en Égypte, on le voit partout. Alors, et ce qui se passe au Nigeria, on en parle peu. Ce qui se passe aux Philippines, on en parle encore moins. Commençons par le Liban et la Syrie avec vous. Peut-être quelques messages d'auditeurs de Radio Courtoisie. Il y a une question pour vous, Monsieur Antacu. Qu'est-ce que l'islam modéré en Syrie et dans d'autres pays? Ils sont mal vus ou persécutés, et surtout félicitations à ces messieurs, un auditeur de Radio Courtoisie. Alors oui, restons un peu. Donc, votre premier ouvrage était sur le Liban. C'était l'itinéraire d'un chrétien d'Orient. Il était une fois le Liban, parce que le Liban occupe une large partie dans ce livre, et où j'ai passé une bonne partie de mon enfance et de ma jeunesse, tout en étant franco-syrien. Je suis aussi quelque part libanais, j'ai vécu 15 ans au Liban. Donc je connais bien ce pays, mais permettez-moi de prendre sur mon temps de parole, si je peux en aviser, avant toute chose. Et d'abord vous remercier, Benjamin Blanchard, de m'avoir invité, donc l'assistant de Monsieur Couteau. Je voudrais prendre, non pas une minute de silence, je n'ai pas le droit de vous l'imposer, par rapport à mes compatriotes, aux 120 000 victimes, certes, qui ne reviendront pas. Mais j'ai la conviction que par ma foi, ils n'ont pas besoin de passeport ni de visa pour aller direct vers le ciel. Mais ma pensée, et j'espère que votre audimat ne baissera pas avec notre intervention, qu'elle vous aidera pour diffuser la vérité avec, bien sûr, avec sagesse, sérénité et humour si possible, j'en suis conscient. Mais je voudrais, en prenant cette minute de temps de parole, de vous dire que c'est une consolation pour le 1 million de familles, pas 120 000 victimes, ça fait 1 million de familles en Syrie, vu la démographie que vous avez citée, Monsieur Marchand. À savoir qu'il y a aussi les réfugiés. Pourquoi cela va les consoler? Ça va pas leur amener l'être cher, mais ça va les consoler pour 3 raisons. Une, Dieu merci, les pays vont en guerre. La France dont je suis enraciné dans la France autant que pour la Syrie. Donc je dirai jamais du mal de la France par ses racines, par ses cultures, mais par sa politique, j'aurais beaucoup de choses à dire. Donc pour dire que la France et les États-Unis d'Amérique, qui étaient les 2 pays, vont en guerre pour, entre parenthèses, démocratiser la Syrie, Dieu merci, 70% de leur population française et américaine ont compris un matraquage des médias de l'oligarchie, la douleur des Syriens. Ceci, voilà, je voulais le dire. C'est pas une guerre civile, il faut le répéter sans cesse. Tout était fait pour que la guerre civile arrive, et Dieu merci, malgré cela. L'intervention étrangère qui a provoqué la discorde sociale. Absolument. Et au Liban d'abord, et maintenant. Voilà, mais justement, je vais répondre quand même à votre auditeur. Mais la deuxième chose, concernant, puisque c'est votre sujet central, l'islam, je ne suis ni théologien ni exégète. Et je vous ai écouté avec beaucoup d'attention, de respect et de profondeur. Surtout Monsieur Marchand. Je suis d'accord sur beaucoup de choses, mais je me garderai, moi, d'intervenir, non pas par crainte, mais je dirais les 3 aspects qui m'ont marqué de l'islam
compte tenu que j'ai vécu quand même 25 ans, donc mon expérience... 25 ans où en Syrie ou entre la Syrie et le Liban. C'est-à-dire Damas, Alep, Beyrouth, tout ça. Alep aussi. Voilà, pour vous situer, le Liban, c'est un département français. Le Liban, pour moi, c'est un grand pays par le cœur et par le message. Alors, c'est vrai que je peux vous répondre par mon vécu, par rapport à l'islam que vous avez évoqué, et indirectement, ça répondra à votre auditeur. Il se trouve, je le dis avec fierté, mais sans prosélytisme opportuniste commercial, mon livre, qui n'est pas à des tirages de vedettes, il a été découvert par le ministère de la Culture de Tunisie. Je connaissais pas la Tunisie, et on a jugé utile que mon itinéraire de chrétien pouvait être, par ce livre, un modèle pour que je participe à une conférence internationale sur la paix et la justice en Tunisie en 2010, bien avant tous ces printemps pourris qui ont été exportés à mon sens. Et là, je peux vous dire, j'ai donné une réponse par rapport à l'islam de celui que j'ai vécu, parce que moi, j'ai pas choisi les Écritures saintes, comme je vous l'ai dit, Monsieur Marchand. Je suis pas théologien, je suis biologiste, écrivain, père de famille, et fier de ces doubles racines. Mais j'ai essayé dans la préface d'ailleurs du dernier livre qui a été justement préfacé par Jean-Claude Darigo, un de vos confrères. Le premier, les deux ont été préfacés par Jean-Claude Darigo. Le dernier, malheureusement, il est mort un mois après. Bon. Donc c'est quelqu'un qui fait partie de la télévision, que peut-être vous avez côtoyé et connu. Il se trouve qu'il était journaliste et il enseignait le journalisme à Strasbourg, donc c'était quelqu'un qui connaissait bien la Syrie et le Liban et qui avait donc visité ces pays. Vous parlez de l'ouvrage Le silence de rapidement, Dieu, non, oui, pour parler vous parliez de l'intervention de René Marchand, est-ce que vous qui êtes bilingue, francophone et arabophone, est-ce que vous retrouvez dans la description qu'en a faite René Marchand? Alors, René Marchand, il a dit beaucoup de vérités qui me fâchent pas personnellement, parce qu'il est allé au cœur du sujet. Et justement, je vais vous donner, mon approche de l'islam. Je l'ai déjà dit autour de toutes mes conférences, que ce soit en France, en Suisse, au Liban ou en Tunisie ou ailleurs. L'islam, pour moi, dans mon vécu communautaire, puisqu'il s'agit, ne m'a jamais posé aucun problème, ni en Syrie, ni en Liban. Je le dis clairement, franchement, et En quelle année Laissez-moi terminer, Monsieur Marchand, je vous donnerai. Et je vais vous rejoindre sur Saint-Spa, pas pour vous faire plaisir. Voilà. Alors, je prendrai, si vous voulez, ce livre, donc, m'a valu de participer. Alors, j'ai essayé, vous l'avez, le discours que j'ai tenu, on a jugé utile de le mettre dans la préface. J'ai essayé d'attirer, puisqu'on était en terre d'islam en Tunisie. Le silence de Dieu, c'est bien cela. Non, dans l'itinéraire d'un chrétien d'Orient, la 3e édition. Mais dans le silence de Dieu, dans les annexes, vous avez beaucoup de lettres qui parlent aussi de l'islam. Bien que ce soit parce que le Dieu de l'islam, je pense qu'il est le même et il y a beaucoup de confusion, on ne va pas rentrer dans les débats théologiques. Et pour ne pas perdre le fait de dire. Alors, à cette conférence internationale où il y avait 80 conférenciers, dont 15 Français, Anglais, etc., il y avait un rabbin de Grande-Bretagne et d'Amérique, j'ai essayé de faire comprendre à nos amis tunisiens, puisque pour eux c'était le support d'écouter plein de conférenciers, des théologiens et des philosophes et des juifs et des chrétiens et des musulmans, et même il y avait Monsieur Antakio. Voilà, j'ai essayé de faire comprendre que l'islam devait revoir sa copie par rapport à la femme, son regard sur la femme une. Deuxièmement, l'histoire de la fatwa était à remettre en cause, parce que tout imam où tout cher peut de lui-même promulguer une loi, à savoir même qu'une femme peut se prostituer pour venir secours djihadistes. C'est quelque chose qui est irrationnel et qui est contraire, je pense, à l'esprit de l'islam. Je vais vous citer 2 exemples. Une compatriote, une femme très courageuse. Elle risque sa vie d'ailleurs. Elle s'appelle Wafa Sultan. Elle était de passage, voilà, elle était de passage en France. Elle vit aux États-Unis. C'est une musulmane, respectueuse de l'islam. Elle a dit le problème. Elle n'est plus musulmane. C'est son problème. Peut-être. Non, mais je cite son exemple. Je dis. Qui est-ce d'abord? Parce que vous savez. C'est une compatriote. C'est une femme qui vit aux États-Unis. Une Syrienne. Voilà. Qui a dit que le problème, il n'y a pas d'islamisme, que l'islamisme a été inventé. Ce que je pense, là je la rejoins, il a été inventé par l'Occident. Il a été inventé
on n'a qu'à citer Al-Qaïda et toutes ses ramifications qui, à mon sens, n'ont rien à voir avec l'islam parce qu'ils n'ont ni foi ni loi pour faire les exactions. Je peux vous dire que le nazisme n'a pas connu des exactions aussi terribles, avec tout le respect que j'ai pour le peuple juif. Restez sur cette Je termine parce qu'on n'a pas compris ce que vous vouliez dire. Elle a déclaré, elle-même, elle a écrit, et même ça a été diffusé par Internet. Bon, elle a déclaré que l'islam pour elle n'était pas conforme par rapport à ce que je vous dis à l'attitude qu'a les autorités religieuses par rapport au regard sur la femme et sur beaucoup de choses et sur les fatwas et j'en passe. Je ne veux pas rentrer là-dedans parce que je suis pas un spécialiste et je ne veux pas dévier. Mais la deuxième, je voudrais dire, encore une fois, avec la même franchise, la même clarté, la même objectivité, parce qu'on ne peut pas jeter le discrédit sur 1 milliard d'hommes et de femmes qui ont un cœur comme nous, et je ne cherche pas à faire du zèle, simplement, il y a le moufti de Syrie. Il s'appelle Badreddin Hassoun. Les médias de France n'en parlent pas, mais c'est une autorité religieuse digne de respect. Je vais vous dire pourquoi, Monsieur Couteau. Non pas parce que je l'ai côtoyé 1 ou 2 fois. Il y avait le président Giscard d'Estaing quand il était venu dans la semaine francophonie, et c'était en 2009. Et il y avait Patrick Poivre au TF1, donc on sait que cet homme-là, comment il a parlé. Et Badreddin Hassoun, vous savez ce qu'il a dit en parlant de l'islam? Il a dit, pour moi, il n'y a pas de musulmans, bien que la Syrie, c'est un pays majoritairement musulman. Il a dit que je suis le mufti de 23 millions de Syriens. Et je peux vous dire, j'ai pu le rencontrer 1 ou 2 fois parce que ma femme avait créé une école d'infirmière à la française à Alep, dans ma ville natale. Donc j'ai pu, durant la semaine de francophonie, découvrir cet homme d'une grande tolérance. D'ailleurs, il est d'une telle... Badreddin Hassoun, c'est le mufti. Il a été invité au Parlement européen pour inaugurer, oui, non mais je vous dis, ils sont pas tous, et je suis pas là pour faire l'apologie de ce qui sont bons et mauvais, mais je dois vous dire, cet homme-là a perdu son fils, tout simplement parce qu'il n'a pas rejoint le clan des djihadistes. Il a perdu son propre fils. C'est pour t'amener... Expliquez pourquoi. Mais alors plus récemment, Monsieur Antac, vous comprenez, Monsieur Couteau, c'est pour vous amener un peu d'eau à votre moulin. Il a perdu comment? Il a été assassiné. Voilà, dites les choses telles qu'elles sont. Oui, non mais c'est vous dire. Il n'a pas rejoint les djihadistes. Oui, mais pour moi, les djihadistes qui se produisent sans cesse au Liban. Et en plus, vous les avez vus, Monsieur Antaki, puisque vous avez, je crois que vous aviez ouvert avec votre épouse une école à Alep, une école d'infirmières. Bien avant tous ces événements. Voilà, et vous étiez présent l'été dernier lorsque Alep a été envahi par des hordes. Ils étaient pas loin. De voyous qui ont mis à sac la ville. Des hordes de terroristes, pas de voyous, pardonnez-moi. Alors là, je pense que vous avez vécu ce que décrivait René Marchand. Oui, c'est ça. Tout à l'heure, vous l'avez vécu. Vous êtes témoin de l'étape que décrivait à l'instant. J'ai quitté la Syrie avec mon épouse sous les bombes. C'était en juillet 2012. Oui. Après avoir bouclé 3 ans. À Alep. À Alep, c'est ma ville natale. Je dois vous dire aussi, absolument, il s'agit pas simplement ce que je voulais dire. Il faut faire la distinction. Moi, je suis pas là pour généraliser par rapport à une population qui est, comme vous l'avez dit, la 2e religion de France. Et je pense, si on veut pacifier le débat et amener les musulmans de France et d'Europe et du monde à une plus grande pacification dans les relations, c'est sûr, ils ont même les critères. Alors, ils ont besoin. René Marchand vient de nous dire que c'est impossible, justement, parce que c'est-à-dire que moi, je m'inscris tout à fait en faux sur cette vision. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a. Parlez bien dans le micro, René Marchand. Il y a dans la religion musulmane, il y a d'abord le Coran, et il y a l'exemple de Mahomet qui a été désigné comme beau modèle par le Coran lui-même. Or, le Coran est un chant de guerre contre ceux qui ne sont pas musulmans. Et évidemment, pendant la période de la toute-puissance de l'Europe, notamment de la colonisation, l'islam était bridé, était à genoux, et l'Europe attirait beaucoup de musulmans de culture. Monsieur Bourguiba, par exemple,
il faut bien voir, vous parlez de la Tunisie, monsieur Bourguiba, par exemple, avait comme maître à penser Auguste Comte, dont nous parlions tout à l'heure. Je pense que monsieur Bourguiba a beaucoup utilisé l'islam, il se faisait appeler le moujahid suprême, le combattant suprême, il l'a utilisé, il portait un fez pour affirmer sa personnalité face aux Occidentaux. C'était combattant dans un sens de la nationalité pour lui, mais oui, c'était une marque dans le sens religieux pour non, c'était parce que moujahid ça veut dire le guerrier de la foi. Traduit aussi par l'homme qui fait effort, etc. Bon. Donc il s'affirmait par rapport aux colonisateurs, si vous voulez, mais toutes les mesures qu'il a prises sont à l'opposé de ce qu'est l'islam par ses textes sacrés, et on remarquera qu'il n'a jamais soumis ses décisions au vote populaire. Car restons dans le sujet. Non, mais c'est dans le sujet, c'est que la masse musulmane est beaucoup plus conservatrice que ne peuvent l'être certains musulmans. Le sujet, certaines élites politiques. C'est de savoir si un musulman élevé dans la religion musulmane, sur le fondement du Coran, peut sortir de lui-même. C'est-à-dire un individu, bien évidemment. Je suis pas tellement sûr. Est-ce que c'est la conception du monde? Attendez. Je voudrais vous répondre. J'ai promis la parole à Pierre Cassan d'abord. Oui, Pierre Cassen, excusez-moi, décidément. Vous m'avez coupé, je ne sais plus ce que je disais. Oui, est-ce qu'un musulman peut, à partir du moment où il a été élevé dans sa tradition, peut concevoir une appartenance au monde, un être au monde qui sortent de cette tradition? C'est ça la grande question. Vous répondez non. Non, je sais plus, c'est plus nuancé. Je dis que chez tout individu, la culture peut l'emporter sur la première éducation, sur la nature, etc. Ça, je ne dirai jamais qu'un homme est condamné à rester par je ne sais quel déterminisme, ce qui a été voulu par sa famille. C'est l'essentiel de la question. Oui, mais la question, c'est toute la question de l'assimilation, par exemple. Est-ce qu'elle est possible ou pas? La question se pose aujourd'hui par le fait que les musulmans sont en train de se coaguler. Ils se constituent comme une communauté musulmane. Et dès lors, il y a toute une imprégnation qui commence tout petit et qui leur explique que le monde est divisé en deux, qu'il y a d'une part les musulmans qui sont les hommes choisis par Allah, par Dieu, et il y a les autres. Et les autres sont des gens qui ne sont pas au même niveau. Il y a une différence ontologique pour le musulman, entre le musulman et le non-musulman. Et de là commence une aliénation qui va se marquer de mille manières, qui va se marquer par le voile chez les filles, qui va se marquer par un certain nombre d'attitudes, et au point que, et là il faut encore faire tomber une illusion chez nos amis européens, c'est que les musulmans, ce que nous ressentons comme un emprisonnement pour certains musulmans, et notamment pour les femmes musulmanes, n'est pas du tout ressenti comme ça. Oui. Exactement comme dans une secte, les gens qui sont dans la secte, qui ont donc réponse à tout... C'est bien ce que je dis, il y a une altérité au point que on ne peut pas se mettre chacun à la place de l'autre. Mais non, au fond, c'est bien ça. C'est bien la thèse de votre l'altérité est terrible. Est terrible. Voilà. Elle est et alors ça peut conduire à des débats d'une violence folle, comme ceux, Pierre Cassen, je me tourne vers vous maintenant, que vous avez eu en Suisse il y a quelques jours avec Tariq Ramadan. J'ai vu des extraits, je crois qu'on va pouvoir voir ça sur le site de Riposte Laïque. Vous écoutez Radio Courtoisie. Les deux vidéos sont en ligne. Alors c'était pas Tariq Ramadan, c'était Annie. C'était Annie Ramadan, qui est son frère, qui s'est fait connaître. J'ai cru que c'était le même. Moi. Ils sont la même face, ils sont les deux faces d'un même miroir. On va dire qu'il y en a un qui est gentil et en principe on considère qu'Annie c'est le méchant. Annie s'était fait connaître en 2002 par une tribune dans Le Monde où il expliquait que la lapidation, il fallait pas la voir avec des yeux d'occidentaux, et il expliquait que le sida était une punition divine. Donc effectivement, j'étais en Suisse
Suisse, donc, et j'ai été confronté à ce débat qui était très révélateur de la situation dans laquelle nous sommes. C'est-à-dire que vous avez 130 personnes dans la salle. Sur 130 personnes, vous avez 100 personnes qui viennent défendre les musulmans. Vous avez 40 femmes voilées sur les 130 personnes. Et effectivement, on a eu droit à tout ce que j'appelle l'enfumage traditionnel, c'est-à-dire le vivre ensemble. Faut savoir que ce débat venait parce qu'en Suisse, dans le Tessin, puisqu'il y a les votations citoyennes en Suisse, les Suisses ont voté pour l'interdiction de la burqa, c'est-à-dire le voile intégral. Et donc, naturellement, les musulmans voient là-dedans un acte de racisme encouragé par la gauche, naturellement, un acte de stigmatisation, le refus du vivre ensemble, etc. Donc, ils se posent en posture victimaire. Et ce qui était extraordinaire dans ce débat, c'était la manière dont Annie Ramadan a présenté devant les musulmans la situation de la France. Vous écoutiez Annie Ramadan, vous aviez l'impression en France que les musulmans vivaient la situation des juifs dans les années 30 dans l'Allemagne nazie. C'était vraiment une inversion extraordinaire. Ce qui était également très intéressant, c'était de voir les arguments de personnes que n'importe qui autour de cette table, ces personnes étaient nées musulmans ou nées musulmanes, elles apparaissaient comme des musulmans qu'on appelle des musulmans modérés, prêts à s'intégrer. Et dès que vous approfondissez le discours, vous constatez que même s'il n'y a pas le masque, il y a le discours de communautarisme musulman. Par exemple, il y avait une jeune femme qui se disait née française. Alors elle était née française, elle racontait qu'elle connaissait parfaitement l'histoire de France, mais qu'à cause des méchants français, elle n'était pas intégrée. Nous lui posons la question, nous lui disons, mais pourquoi n'êtes-vous pas intégrée? Elle dit, je travaille et je n'ai pas le droit de mettre mon voile sur mon lieu de travail. Une féministe l'interroge en disant, mais si vous pouviez mettre une burqa, est-ce que vous mettriez une burqa? Elle répond oui. Et vous la voyez, oui, ce qui est la chose, c'est pas agressif, c'est une manière d'être, c'est simplement, c'est une manière d'être, c'est ce que j'essaie de dire. Il y a une altérité qui fait qu'on ne se comprend pas les uns les autres. C'est normal. Mais moi, à la tribune, je lui dis, madame, vous n'êtes pas française. Vous êtes française de papier, vous n'êtes pas française de cœur, vous n'avez pas compris la laïcité, vous n'avez pas compris la place de la religion dans un pays laïque. Alors, faut-il dire, est-ce qu'on arrive à dialoguer? Parce que c'est ça la question. Est-ce que le dialogue est possible quand on a deux langues, deux alphabets, deux grammaires à ce point différentes? Quand les deux mentent en même temps. Ce qui était très intéressant dans ce débat avec Annie Ramadan, c'est que finalement, on est tombé d'accord sur un constat. Tiens. Mais tout à fait. C'est que vous ne pouviez pas vous comprendre. Voilà. On est tombé sur un constat que nous souhaitions l'un et l'autre deux projets de société totalement antagoniques. Et je le lui fais dire que lui, ce qu'il souhaite, c'est que la Suisse s'islamise davantage. Pour que finalement la Suisse... Il a dit tel quel. Il l'a dit, disons qu'il a remarqué, pas nié. Dans le livre de René Marchand, on en a quelques raids de ce genre. Il n'a pas nié quand je le lui ai dit. Bon, par contre, ce qui est intéressant quand même, c'est qu'en Suisse, on peut avoir ce genre de débat qu'en France, nous ne l'aurions pas pu avoir. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout l'inversion des valeurs permanentes des musulmans. Ici Radio Courtoisie, vous écoutez le libre journal de Paul-Marie Couteau qui reçoit ce soir Pierre Cassan, René Marchand, Jean-Claude Attacli. Pierre Cassen, je déforme sans cesse le nom de Pierre Cassen, je lui en demande Renaud Duval et Pierre Marchal. Nous avons des messages d'auditeurs. Un auditeur de Radio Courtoisie qui dit que Tariq Ramadan a avoué un jour que l'islam n'était pas une religion, mais une philosophie dictatoriale. En effet, une religion se choisit avec le cœur et l'on peut en changer aisément. Et une auditrice... Mais alors, que répondez-vous à ça? Non, mais ce qui est évident, c'est que, par exemple, la laïcité est enfant du christianisme. Moi, je suis peut-être un mauvais chrétien, mais je suis un grand lecteur de l'Évangile. Et quand je lis les actes et les dits de Yeshua Han-Nozri, dit Jésus chez nous, je me rends compte qu'il est totalement, il va pas du tout vers une théocratie, hein, et la laïcité est déjà dans le germe du christianisme, et quand le christianisme a essayé d'être une religion de la loi, c'est-à-dire une religion qui imposait sa loi dans tous les domaines, c'était une trahison de l'Évangile. Tandis que en islam, on ne peut absolument pas... Et puis il s'est heurté à l'État, qui lui n'a justement refusé qu'il impose sa loi. Parce que Mahomet, ce qui n'est pas pensable parce que l'islam ne s'est pas construit à la Mecque dans la première période de la vie de Mahomet, de sa vie de prédicateur. Il s'est construit à Médine, il s'est construit dans la violence, dans le butin
dans la guerre. Et tout le Coran est un chant de guerre, et le bon modèle est un guerrier. Et il faut le savoir. Et il faut le savoir justement pour la riposte. Alors, ouvrons la dernière page de cette conversation. Après, nous ouvrons la page culturelle, puisque notre émission va approcher de sa fin. Benjamin a encore des questions à poser, mais je voudrais d'abord, puisque vous parlez de la guerre, René Marchand, dire que les déclarations de guerre, elles sont devant nous. Ne serait-ce que les premières pages de votre ouvrage rappellent la kyrielle de déclarations de guerre. Ouari Boumedienne, on l'a souvent cité, mais il faut le refaire en 1974, à la tribune de l'ONU, président de la République algérienne. Un jour, des millions d'hommes quitteront l'hémisphère sud pour aller dans l'hémisphère nord, écrit le président de la République algérienne, et il le dit à la tribune de l'ONU. Il poursuit, ils n'iront pas là-bas en tant qu'amis, parce qu'ils iront là-bas pour le conquérir, et ils le conquéreront en le peuplant avec leurs fils et le ventre de nos femmes qui nous donnera la victoire. Et Kadhafi était encore plus net, sans épée, sans fusil, sans conquête, et 50 millions de musulmans en Europe la transformeront en continent musulman. Alors, donc, deux remarques, là, si vous permettez, deux remarques. La première, c'est que, effectivement, l'islam est en guerre, il a toujours été en guerre, simplement, il n'attaque qu'en position de force. C'est une vieille tradition arabe qui a été reprise par les musulmans. Deuxièmement, vous me parliez de la laïcité, mais vous savez que si un de nos tenants de l'islam à la française, de l'islam de France et non pas de l'islam en France, comme dirait M. Juppé ou M. Estrosi ou d'autres, eh bien si un de ces imams allait prêcher la laïcité dans un des 57 pays de l'Organisation de coopération islamique, il se trouverait vraisemblablement en prison, dans certains coins, il serait pendu ou châtié. Alors les questions. Alors, une auditrice de Radio Courtoisie, dans toute l'histoire de l'humanité, on a constaté que des peuples différents ne peuvent pas cohabiter. Un peuple en chasse toujours un autre. Oui, ça c'est la croyance moderne que les peuples peuvent cohabiter. Oui, ça c'est les contraires se constituent toujours. Notre pensée a été pervertie par deux travers qui n'étaient pas dans notre civilisation, qui sont l'universalisme et le messianisme. Oui. Je peux compléter? Alors, monsieur Antakli, oui. Oui. Alors, vous vous êtes insurgé en faux. Ça me dérange pas du tout, monsieur Marchand. Je vais vous amener. Non, mais le débat, vous êtes chirurgical et très pragmatique et réaliste. Donc, je mets pas en cause. Simplement sur la forme. On a parlé de tous les travers de l'islam, mais on n'a pas parlé non plus de la complicité de l'Occident pour favoriser cet islam. Pardonnez-moi, laissez-moi finir. Mais René Marchand est très lucide là-dessus. Non, mais j'en suis sûr, et je combats pas. D'ailleurs, mon combat, moi, c'est mon combat pour la paix. Je suis le combattant d'Alep. Si vous voulez me définir, chrétien, mais pour arriver à la paix, il faut parfois faire la guerre. Oui, non, mais juste pour que je perde pas le fil. Je veux pas abuser du temps de parole, mais s'il s'agissait pas de centaines de milliers de vies et de l'avenir, je vous dirais au passage, dans ce que vous avez cité de la libanisation, dans une lettre ouverte à Villepin, Premier ministre en 2005, vous trouverez dans les annexes du premier livre, Itinéraire d'un chrétien, une lettre où je parlais pas de la Syrie, je parlais du danger de la libanisation de notre société. C'est vous dire que je vous rejoins sur beaucoup de points. Par rapport à ce qui me concerne et ce qui concerne la Syrie et le Liban, voilà deux pays que vous n'avez pas beaucoup cités qui étaient un exemple de laïcité, malgré le fait que c'était en Syrie, terre d'islam, à 90%. Est-ce qu'on est d'accord? Tout à fait. Et il y avait un consensus qui était réussi depuis 1 siècle et demi. Au Liban, en Syrie. Bien sûr, au Liban, il y a eu la guerre civile pour des raisons au départ qui n'avaient rien à voir avec la religion. Je peux vous dire, ayant vécu là-bas son frère du zèle. Les communautés sont opposées en ce qu'elles étaient les unes chrétiennes, les autres sunnites, les autres chiites. Tout à fait. Mais les divisions, Monsieur Couteau, qui prouvent l'incompatibilité. Attendez, je suis pas en train de... Malheureusement, les divisions des communautés, la multiplication chiites, sunnites, etc. J'ai dit aussi dans mon discours à Tunis, il y ait un seul islam qui soit miséricordieux. Même l'Église chrétienne, on vous citera, par exemple, vous savez, l'argument, les croisades, l'Inquisition, pour dire, vous aussi, vous avez eu... Est-ce que vous avez dit, effectivement, nous, dans notre religion, Dieu merci, à part quelques exceptions, les prêtres, les évêques s'insurgent pas en imam et qui donnent des directives, ils font la séparation. Mais je dois dire, pour la Syrie, pays à majorité musulmane que je connais et que j'aime bien, etc., il y avait, grâce à ceux qui ont fondé le baasisme,
qui était des laïcs. Laflaque, qui était Michel chrétien. Laflaque, oui, mais il avait à côté de lui un sunnite musulman, Le une grande famille. ça a été créé place Saint-Michel, je crois. Oui, et ils ont fait leurs études à Paris. Michel Laflaque était chrétien. Voilà. Et chrétien, donc, porteur d'une forme de Mais laïcité. il était nationaliste arabe. Mais oui, c'est-à-dire anti-religieux. Mais bien sûr. Non, il n'était pas anti-religieux, mais au-delà, porteur d'une solution laïque, mais elle a échoué. Il était laïque. Elle a échoué. Et c'est ça le grand enjeu. Alors, je reviendrai vers vous tout à l'heure, M. Sandacli, mais je voudrais dernier message d'auditeur, peut-être. Alors, que sont les hadiths? Pouvez-vous apporter des éclaircissements? C'est tout simple. Quand les Arabes se sont trouvés à la tête de leur immense empire, il leur a fallu une loi, parce que ce qui était donné dans le Coran n'était pas suffisant, et ils ont eu recours à un principe juridique qui était très ancien chez eux, qui est la sunna. Et la sunna fonde le droit sur le précédent. C'est-à-dire qu'une chose est légale parce qu'on a toujours fait comme ça ou parce qu'un homme de référence a fait comme ça. Et l'homme de référence qu'ils ont pris, c'était Mahomet. Donc on a cherché les faits et dits de Mahomet et ça a été une véritable industrie avec beaucoup de faux, etc. Mais les musulmans sont persuadés avoir nettoyé, avoir fait le tri sur des critères rationnels. C'est pourquoi ils se sentent très rationnels. Et ils ont fondé, à partir du Coran et du Hadith, c'est-à-dire des traditions sur la ligne, ils ont fondé la loi musulmane. Alors, coupons à travers champ. Monsieur Marchand, justement, dans votre dernière partie, c'est la plus intéressante parce qu'on est accablé quand on vous lit, on apprend beaucoup de choses. On apprend par exemple qu'Obama est musulman en réalité. Au fond, il n'a jamais. Non, j'ai pas dit j'exagère un peu. Il y a des choses intéressantes. J'ai fait remarquer. On n'a jamais mis en cause le fait qu'il ait été pendant très longtemps. Il est apostat. Élevé dans la religion musulmane et que. Il est apostat. Il est apostat, mais. Il est apostat et sans conséquence. Les musulmans les plus radicaux ne disent jamais qu'il est apostat. Je m'interroge. Mais vous en affairez des choses qui sonnent agréablement à notre oreille. Comme Jean-Pierre Péroncel-Hugo, que beaucoup de gens connaissent ici, qui avait tiré le premier la sonnette d'alarme avec le radeau de Mahomet. On peut pas faire une émission sur le sujet sans citer le radeau de Mahomet de Jean-Pierre Péroncel-Hugo, 82. On le trouve toujours dans son édition de poche, très prophétique ouvrage. Et il dit, et ça c'est, je crois que c'est le sujet du moment. Il dit. Jamais la guerre ne s'arrêtera. Bon, jamais la guerre ne s'arrêtera, voilà. Mais il est possible, et c'est ça votre dernière partie, il est possible de faire la guerre à la guerre. Ben bien sûr, il faut répondre. Votre dernière partie est une stratégie de reconquête, reconquista. Est-ce que vous pouvez nous exposer j'ai mis le mot stratégie à grand trait votre programme? Non, j'ai dit d'abord il faut avoir une stratégie. Les Occidentaux ont pénétré par 2 fois profondément dans le monde musulman, au moment des croisades et au moment de la décolonisation. Les 2 fois, ils sont partis les reins brisés et la queue basse. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais eu de stratégie. Les croisades, on allait rétablir le chemin vers le tombeau du Christ, et puis une fois qu'on a été là, on n'a pas su quoi faire. Au moment de la colonisation, la même chose. Il faut savoir ce qu'on veut faire. Il faut une stratégie, et une stratégie suppose d'abord un objectif et un seul qui soit clair, qui soit compréhensible par l'ensemble de la population, qui soit exaltant, qui assure une certaine fierté. Et c'est pourquoi je dis que la seule stratégie, le seul mot d'ordre que nous pouvons avoir en Europe, c'est celui de reconquista, c'est-à-dire... Non, mais ce qui est intéressant dans les 30 dernières pages, c'est que vous montrez que par la loi, on renverse la force. Mais bien sûr. Le rapport de force peut être changé assez facilement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fatalité. D'abord, nous avons gagné la guerre, dès maintenant. Je vous le dis. Pourquoi? Parce que la conquête à petits pas, par la dissimulation, par la taqiyya, qui était celle des musulmans. Taqiyya, ça veut dire la ruse. La ruse, le mensonge, la dissimulation, dont le modèle est Mahomet. Oui, c'est un principe. Eh bien, ça supposait que les Européens ne s'éveillent pas et qu'ils acceptent le fait musulman. Or, tous les sondages montrent que partout en Europe, l'islam fait l'objet d'un rejet. Donc, nous avons gagné la bataille de l'opinion. Dès lors que nous avons gagné la bataille de l'opinion,
Moi, je le dis aux musulmans que je vois parfois et qui ont la volonté de conquérir l'Europe. Je leur dis, vous avez eu les yeux plus grands que le ventre. Vous croyez? Vous n'êtes pas fichus d'être venus à bout de quelques millions de juifs qui sortaient des camps de concentration, qui étaient sous-alimentés, et vous voulez vaincre les centaines de millions d'Européens. Vous ne nous connaissez pas, vous savez pas ce dont nous avons été capables au cours de l'histoire, aussi bien dans la paix que dans la guerre, dans l'invention comme dans la résistance. Donc cette guerre, mais il faut la vaincre, commencer pas en dévoilant l'islam, en disant ce qu'il est. Et ensuite, par des mesures législatives. Alors, on n'a pas le temps, parce que notre page culturelle va se réduire à la portion congrue. On n'a pas le temps d'en dire davantage. Mais je conseille d'abord la lecture de ce livre. On apprend tellement de choses, de René Marchand, Reconquista ou La mort de l'Europe, aux éditions Riposte Laïque. Il faut rendre grâce à l'éditeur. Et l'éditeur, Pierre Cassel, est à vos côtés. Livre, enfin, Pierre va vous le confirmer, a été pendant plusieurs... non, parlez dans le micro, je vous prie. Il a été pendant longtemps en tête sur Amazon. Des livres politiques d'Amazon. Vous écoutez Radio Courtoisie. Il se lit très bien. Mais notamment, il faut lire le dernier chapitre, les ébauches d'une stratégie de contre-offensive qui est très excitante. En gros, c'est comment vaincre l'islam sous un gouvernement collabo. Voilà. Même ça que développe très bien René. En prenant des mesures d'exception. C'est-à-dire que dans une période exceptionnelle, il faut prendre des mesures exceptionnelles. Alors, la page culturelle, donc, merci en tous les cas à vous trois, monsieur Jean-Claude Antacli, merci René Marchand pour votre ouvrage. Il faudra que vous reveniez tellement il est riche, notamment, il y a des aperçus très intéressants sur ce que Péroncel Hugo, c'est aussi pour ça que je parlais de lui, appelle l'islamérique. C'est-à-dire, c'est qui est terrible. C'est la conjonction entre l'islam et les États-Unis. Que ça passe par Obama, musulman ou pas. C'est une histoire énorme. Le pacte de Quincy. Le pacte de Quincy, c'est-à-dire une ligue contre l'Europe. Contre l'Europe, pour éviter que l'Europe devienne une force politique. Voilà, c'est très net. Mais déjà, Chirac a enlevé les racines chrétiennes, déjà. Chirac dans la Constitution européenne.